Je soutiens le droit à l'autodéfense sans aucun doute. Si j'étais citoyen de la Palestine, de l'Irak ou de l'Afghanistan, je serais moi-même impliqué dans la résistance violente. De même, si j'étais citoyen des États-Unis ou de la Grande-Bretagne et que quelqu'un venant de l'autre bout du monde entrait dans mon pays, commençait à voler ma terre et à tuer ma famille, devinez quoi? Je défendrais également mon pays. Donc, je défends absolument à 100% le droit à l'autodéfense. Et je ne me déroberai jamais à cela. Je ne rejoindrai pas la longue liste de personnes qui condamnent le terrorisme, tout en oubliant de reconnaître que le plus grand terroriste de la planète est le gouvernement des États-Unis. À une époque où les frontières entre la dissidence et le patriotisme s'estompent, et où les récits de guerre et de paix sont aussi contestés que les champs de bataille eux-mêmes, se trouve une figure à la fois clivante et captivante, Kenneth O'Keefe. Ken est un homme qui porte ses convictions comme une armure. Son parcours, d'un marine des États-Unis à un défenseur intransigeant de la cause anti-guerre et pro-palestinienne, a été tout sauf conventionnel. Les actions de Ken, de sa participation à la flottille de la liberté pour Gaza et l'initiative Bouclier humain en Irak, à devenir un critique vocal de la politique étrangère des États-Unis et du conflit israélo-palestinien, suscitent une fervente admiration chez certains et une opposition hautement émotionnelle, presque hystérique, chez d'autres. Dans la conversation d'aujourd'hui, nous plongeons dans les pensées et les motivations d'un homme qui défie le statu quo et remet en question le récit que beaucoup acceptent comme une vérité immuable. Ces déclarations résonnent profondément chez certains, suscitant un sentiment de réveil urgent, tout en déconcertant ou en provoquant d'autres. Le discours de Ken est un mélange d'audace, de controverse et de croyances inébranlables dans les causes qu'il soutient. Dans cette interview, nous visons à explorer les actions qui ont façonné la persona publique de Kenneth O'Keefe et à comprendre les expériences humaines qui alimentent son activisme mondial. Dans un monde où la vérité réside souvent dans les yeux de celui qui regarde, nous vous invitons à écouter, réfléchir et peut-être voir le monde à travers le prisme de l'une de ces figures les plus polarisantes. Que vous vous retrouviez à acquiescer de la tête en signe d'accord ou à la secouer en signe d'incrédulité, une chose est certaine. Les perspectives partagées aujourd'hui vous mettront au défi de penser plus profondément à la complexe tapisserie de la politique mondiale, de la guerre et de la paix. Avant de nous plonger dans l'interview, voici un peu de conseils pour la naviguer. Premièrement, l'interview dure presque 2 heures et demie. Au lieu de couper des parties, ce qui ne rendrait pas justice ni à vous, l'audience, ni à Ken, nous avons décidé de la diffuser en 2 parties. Chaque partie couvre différents sujets, mais elles se complètent et valent vraiment la peine d'être vues. Je ne dis pas cela juste pour promouvoir l'interview. Deuxièmement, et gardez cela à l'esprit en regardant l'interview, indépendamment de ce que vous pouvez penser de Ken, c'est un homme de principes forts. Il croit vraiment qu'il se bat du bon côté de l'histoire. Alors que la plupart de ceux qui le critiquent ont peu ou pas d'accomplissements comparables, Ken a un parcours prouvé de risquer fréquemment sa vie au service de la lutte contre ce qu'il perçoit comme des injustices fondamentales. J'ai eu l'opportunité de passer du temps avec Ken ici à Amsterdam, où nous avons enregistré cette interview. En tant qu'analyste du comportement, j'étais intéressé par la personnalité de Ken au-delà de son image publique. Et ce que j'ai découvert m'a vraiment surpris. Lorsque nous nous éloignons des sujets controversés, Ken est une personne remarquablement modeste. Il mène un style de vie presque ascétique et est profondément conscient de la souffrance humaine et de ses propres lacunes. Ken est un individu complexe. Et au fil des années, il a discuté de nombreux sujets au-delà de ceux abordés dans cette interview.
Il devient un véritable conteur lorsqu'il est dans son élément, appréciant clairement de partager ce qu'il voit probablement comme des aventures excitantes. Cependant, il y a des domaines où je ne peux pas suivre ses arguments ou son raisonnement. Autant que possible, j'essaie d'éviter ces sujets dans l'interview. As possible, I try to stay away from them in the interview. And lastly, Ken is paying a heavy price. Enfin, Ken paie un lourd tribut pour ses convictions, plus sévère que ce que je suis libre de divulguer ici. Ce que je peux dire cependant, c'est qu'à son retour d'Amsterdam au Royaume-Uni, le 15 février, j'ai reçu un appel de détresse de Ken. Il a déclaré qu'il était détenu à l'aéroport et qu'aucune raison de sa détention ne lui avait été donnée. Au moment de l'enregistrement, je n'étais toujours pas en mesure de rétablir le contact et le lieu où se trouve Ken est inconnu. Ken O'Keefe, je suis vraiment heureux de t'avoir ici. Je suis content que nous ayons pu organiser ta venue, malgré tes problèmes avec la compagnie aérienne, et peut-être une certaine interférence de Big Brother, mais c'est une autre histoire. Comment vas-tu? Je suis béni, tu sais. Malgré tous les défis et les épreuves, j'adore ça. J'aime la vie et je veux profiter au maximum de cette belle chose qu'est la vie et aussi protéger mon âme. Donc je vais bien, merci Dieu. Amsterdam était un bel endroit pour passer de bons moments. C'est det fair Harris der museer begrese boet souvenir de een youth. Nommé Guris. Si vous deviez résumer brièvement Ken O'Keefe, je veux dire, nous approfondirons cela plus tard, mais brièvement, comment vous présenteriez-vous à un public qui n'a jamais entendu parler de vous? Je suis un garçon de Californie, né pendant l'été de l'amour, en 1969. J'ai grandi en faisant du surf, en allant à la plage et en jouant au football. J'ai toujours été assez compétitif et vraiment béni. J'ai beaucoup profité de ma vie quand j'étais enfant. J'avais des emplois et j'appréciais vraiment la vie. Mais ensuite, j'ai regardé le film Full Metal Jacket et ça m'a plu. Je me suis dit, c'est ce dont j'ai besoin, et cela a vraiment déterminé ma voie. J'étais naïf, jeune et inexpérimenté, mais j'étais très engagé dans tout ce que je faisais, et rejoindre les Marines n'a pas fait exception. J'ai appris beaucoup de leçons de vie là-bas, et j'ai pris ma propre pilule rouge. Vous venez de mentionner en passant un détail très important, les Marines. Oui, c'était l'avant-dernier moment qui a déterminé le cours du reste de ma vie. J'adore l'ironie. Donc, pendant que j'étais chez les Marines, j'ai reçu un ordre illégal. Sans entrer dans trop de détails, tout a changé. Je suis passé de meilleur marine au marine le plus détesté parce que j'ai fait ce que je croyais juste et honorable, ce pourquoi je pensais m'être engagé, le leadership par l'exemple. Je ne me suis pas engagé juste pour suivre des ordres. Je me suis engagé pour défendre ma nation. Je croyais que nous représentions la liberté et la démocratie, que nous étions les gentils. J'étais jeune et naïf, mais c'est ce que je croyais. Lorsque je me suis levé pour ce que je croyais juste et que j'ai fait face à un jugement sévère de la part des Marines, cela m'a appris une leçon importante. Cela m'a fait réaliser que les opinions des institutions, des gouvernements ou même du public n'ont pas vraiment d'importance. Ce qui est crucial, c'est d'être honnête avec soi-même. Si vous êtes fidèle à vous-même, donnez le meilleur de vous et avez des intentions pures, alors les opinions des autres sont sans importance. Tout au long de ma vie, j'ai compris qu'il y a de nombreuses expériences divines, et en fin de compte, il n'y a qu'un seul juge qui compte pour moi. Bien que je me soucie des opinions de ma famille et désire leur amour et leur affection, il est important de reconnaître qu'être en famille ne rend pas automatiquement leur jugement correct. La chose que j'ai retenue des Marines, l'expérience formatrice qui a influencé le reste de ma vie, était l'importance de défendre ce que je crois juste, indépendamment des conséquences. Ce principe m'a guidé dans tous les aspects de ma vie depuis lors.
La grande réalisation est survenue lorsque j'ai compris l'endoctrinement qui m'avait conduit à m'engager. J'ignorais que j'étais essentiellement un mercenaire pour les banquiers. Je ne savais rien de tout cela à l'époque. Mais ce que cette expérience m'a appris était significatif. J'étais prêt à tuer ou à être tué en tant que marine. Servant comme simple soldat dans l'infanterie, un mitrailleur, j'ai réalisé quand ils m'ont fait du tort, je devais remettre en question ma compréhension du corps des marines. En quoi d'autre m'étais-je trompé? Après avoir quitté les marines, les paroles de Jésus résonnaient en moi. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. J'ai commencé à étudier avec voracité. J'ai lu des œuvres de Chomsky, Enterre mon cœur à Wounded Knee, l'autobiographie de Malcolm X, Noir comme moi, et une histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn, Din and Basil's Eve. Et j'ai réalisé que tout ce qu'on m'avait enseigné était essentiellement un mensonge. L'histoire, ma propre nation de naissance, le monde, tout cela. Cette prise de conscience m'a conduit à développer une saine addiction à la recherche de la vérité, semblable à une quête constante de la pilule rouge. Je voulais la vérité, peu importe à quel point elle pourrait être douloureuse. Au fil des années, en mûrissant, en testant les limites et en réalisant de véritablement belles choses, ma quête de connaissance n'a fait que croître. Plus j'apprenais, plus je faisais de connexions. En effet, je me suis pleinement engagé dans un principe de mon temps chez les marines, une réalisation qui m'est venue quelques années après avoir quitté le service. J'ai lu un livre appelé « La fin de la nature » de Bill McKibben. Dans ce livre, il présente un argument convaincant que les dangers de la guerre nucléaire sont éclipsés par les risques du génie génétique. Il explique comment manipuler l'ADN et jouer à Dieu pourrait conduire à des conséquences désastreuses. Une mauvaise expérience pourrait déclencher une réaction en chaîne aux résultats catastrophiques. Cette révélation m'a choqué. Je me demandais pourquoi plus de gens n'étaient pas profondément préoccupés. Nous avons le pouvoir de nous anéantir les uns les autres, de modifier l'ADN et de potentiellement perturber l'équilibre de toute vie sur Terre, risquant la destruction de tout. Pourquoi cette question n'est-elle pas au premier plan des préoccupations de tout le monde? Cela m'a incité à approfondir des sujets comme le contrôle de l'esprit et les diverses manières dont nous sommes amenés à embrasser l'ignorance volontaire. Avant de plonger dans tous ces détails, pourquoi pensez-vous être le plus connu? Il y a tout un spectre à votre personnalité et à vos activités au cours des dernières décennies. Mais quelle est la chose principale selon vous? Si quelqu'un tape Ken O'Keefe sur Google, quelle est la première chose qui apparaît? C'est drôle. Si vous m'aviez posé cette question il y a 15 ans, j'aurais définitivement dit bouclier humain. J'avais un plan qui incorporait le droit, la chance d'une convention et les personnes protégées par le droit. Je peux honnêtement dire que nous sommes venus près d'arrêter cette guerre. Nous avons rendu intenable pour eux de poursuivre leur plan si des personnes occidentales blanches étaient sur ces sites. Mais ensuite, je n'ai pas réussi. J'ai échoué. Et ça a fait tellement mal de venir si près de réaliser quelque chose de si grand, quelque chose de si beau, qui aurait sauvé 2 millions de vies, sans parler de tous les Américains. Alors, quelle est la véritable chose? La première chose pour laquelle j'ai été connu, c'était mon implication avec les boucliers humains. Cependant, maintenant, cela pourrait être l'incident du Mavi Marmara, faisant partie de la flottille de la liberté. Il y a beaucoup de confusion et de désinformation sur ce qui s'est réellement passé. Je pourrais écrire un livre entier sur cet événement seul. Il est probable que plus de gens me reconnaissent à partir des interviews que j'ai données, comme ma participation à Hard Talk, discutant de l'action des boucliers humains en 2003, et une autre interview en 2010. Selon les Israéliens, je suis connu pour être supposément un opératif du Hamas qui allait à Gaza pour former et entraîner une unité de commando pour le Hamas.
Je prends cela comme un compliment que l'IDF me voie sous cette lumière. Vous êtes le deuxième interviewé ayant une prétendue connexion avec le Hamas. J'ai interviewé Stanley Cohen, qui est également connu sous le nom de l'avocat du Hamas, une autre figure très mal comprise. Oui, en effet. La tactique de l'ennemi implique la diffamation, l'insinuation, la calomnie et la diffamation écrite. La Ligue anti-diffamation m'a étiqueté comme un antisémite enragé et suggère que je penche vers la suprématie blanche. Ces accusations viennent d'une organisation qui, malgré son nom, se spécialise dans la diffamation. Leur principal objectif est de supprimer la liberté d'expression. Toute critique d'Israël, légitime ou non, n'est pas autorisée. Vous êtes automatiquement étiqueté antisémite si vous dites quoi que ce soit, peu importe à quel point ça pourrait être vrai. Des carrières sont perdues à cause de cela. Cependant, je suis une personne indépendante. Je marche au rythme de mon propre tambour. Si nécessaire, je peux vivre dans la rue. C'est l'avantage d'être résilient. J'ai vécu dans des trous dans le sol et enduré des conditions que la plupart des gens ne pourraient pas gérer. Cela vous endurcit. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Et vous n'êtes pas le seul. Je viens d'interviewer la sœur de Miko Peled, Nurit Peled. Elle a récemment perdu son emploi pour avoir pris la parole. Oui, en effet. Donc, c'est aussi dans le milieu universitaire que la liberté d'expression est ignorée. La science est également affectée. Dire la vérité sur cette injection expérimentale n'était pas autorisé. En fait, ils le font encore. Vous ne pouvez pas dire ce que nous savons tous. Vous n'avez pas le droit de le dire. Alors, où est la liberté d'expression? Ne sommes-nous pas censés vivre dans une société libre et démocratique? C'est la théorie, du moins aux États-Unis. Marine aussi. Comment devrais-je vous décrire une critique vocale, non seulement d'Israël, mais aussi des États-Unis, n'est-ce pas? Alors, où était le moment clé de découverte? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Ou était-ce un processus graduel? Ça peut l'être, n'est-ce pas? Eh bien, pendant mes 20 ans, j'ai étudié avec voracité. C'était une période d'apprentissage constant pour moi, surtout après être sorti des marines. Mes expériences et ma compréhension ont vraiment atteint leur apogée grâce à mon service lors de la première guerre du Golfe. De 1989 à 1992, j'ai servi dans les marines et participé à l'opération Tempête du désert. J'ai obtenu un ruban d'action de combat, une reconnaissance très convoitée parmi les marines, pour mon rôle dans le combat, servant dans une capacité d'infanterie avec une mitrailleuse. À l'époque, je croyais que la guerre était justifiée, pensant que l'Irak n'aurait pas dû envahir le Koweït. Cependant, cette vue négligeait de nombreux faits historiques, tels que l'accord Sykes-Picot, entre autres choses. Malgré cela, j'ai soutenu le principe du conflit. De plus, venant d'Hawaï, j'étais conscient de l'annexion illégale de l'Amérique du royaume d'Hawaï, une nation indépendante, ce qui a davantage façonné mes vues. J'avais déjà une compréhension bien arrondie du droit. Au moment où la seconde invasion a eu lieu et que le récit sur les armes de destruction massive était remis en question, j'ai écouté Scott Ritter. C'était un marine et un inspecteur d'armes. Il s'est exprimé à l'époque, un point que j'ai souligné dans les interviews. Il a maintenu sa position, prouvant à la fois qu'il avait raison et moi aussi. Je l'ai utilisé comme source, parmi d'autres, pour argumenter que même s'il y avait des armes de destruction massive, la question restait « d'où venaient-elles » La réponse était de nous, de l'Amérique, de la Grande-Bretagne et aussi de la Russie ou de l'Union soviétique à l'époque. L'industrie de la guerre, ou le complexe militaro-industriel, comme Eisenhower l'a célèbrement averti dans son discours d'adieu, est un fléau pour l'humanité. Les gens font des profits significatifs, directement ou indirectement, à travers les entrepreneurs de la défense. C'est vrai. Mais je me demande encore, où était votre moment de révélation?
Comment ça s'est-il passé? La deuxième guerre du Golfe était vraiment personnelle pour moi, parce que j'avais servi lors de la première. Maintenant, autant j'ai parlé d'Israël, mon attention initiale était sur ma propre nation de naissance. Je crois qu'en tant que fils né américain, ma première obligation est de défendre mon pays s'il a besoin de moi. Cependant, si ma nation commet des crimes, il est aussi de mon devoir de parler de ces crimes afin de remédier à la situation. Je crois que c'est crucial. Cela, pour moi, c'est le vrai patriotisme américain qui, malheureusement, est souvent réduit à simplement agiter le drapeau. Mais qu'en est-il de la Constitution? J'ai prêté serment de protéger et de défendre la Constitution des États-Unis et de combattre tous les ennemis étrangers et domestiques. L'ennemi est à l'intérieur des portes. La Russie n'est pas le problème. La Chine n'est pas le problème. C'est notre propre gouvernement. Et c'est pareil aux Pays-Bas, en Angleterre ou n'importe où en Europe, ou au Canada ou en Australie. Ces gens nous représentent-ils vraiment? Si oui, alors nous sommes tous coupables de génocide et de le faciliter. Et pire, nous sommes coupables de crimes de guerre, de torture, vous l'appelez. C'est de l'hypocrisie sous stéroïdes. Je n'aime pas l'hypocrisie et je n'aime pas les tyrans. Donc, vous indiquez que c'était un processus progressif, si je comprends bien. C'était le cas, mais ensuite, lorsque la seconde invasion de l'Irak était instigée par des médias que je qualifie de prostituées de la propagande, cela est devenu très personnel pour moi. Je ne pouvais pas croire que nous faisions cela à nouveau. Ayant participé à la première, je sentais que c'était mon devoir d'essayer d'arrêter celle-ci. Maintenant, la plupart des gens ne pensent pas qu'ils peuvent arrêter une guerre. Cela est considéré comme grandiose. Mais en Amérique, nous sommes imprégnés de l'idée que nous pouvons tout accomplir. C'est l'un des aspects magnifiques de l'Amérique, même si cela peut être illusoire dans certains cas. Et ça serait une bonne transition vers l'action de bouclier humain que vous avez initiée. Pour donner un peu de structure à cette interview, j'ai quelques points clés que j'aimerais discuter. L'un, bien sûr, est la flottille. En fait, il y en a deux. L'Aloha Palestine, la marche du retour, la route de l'espoir, ce genre de choses. Donc, nous suivons ce chemin. Commencer par l'action de bouclier humain pourrait être une bonne chose, ce que je crois être l'une des premières activités majeures. Ouais, je veux dire, j'ai sauvé des tortues marines et j'étais instructeur de plongée. J'ai attiré l'attention internationale. Même la BBC et Animal Planet ont fait des reportages. Tout le monde aime les tortues, donc c'était juste une chose populaire. J'aurais pu continuer avec ça et le faire encore, mais j'ai réalisé que nous pourrions faire exploser le monde. Cette prise de conscience m'a frappé fort. J'aime ce magnifique royaume que nous avons ici. C'est absolument beau. Nous devrions le chérir et le traiter comme notre mère. Mais ensuite, l'action du bouclier humain est arrivée, et cela est devenu très personnel. Le plan était basé sur le droit. Si nous revenons à Nuremberg, le plus grand crime qu'il... Avant de nous plonger là-dedans, je suis intéressé par comprendre le pourquoi. Ce n'est pas le genre d'activité que l'on décide d'entreprendre un dimanche après-midi de farniente. Alors, quel était le raisonnement derrière cela? C'était tout un défi. Vous avez mentionné avant cette interview que cela impliquait 3 bus à Impérial. C'est une question pertinente. De plus, d'un point de vue psychologique, il y avait un véritable risque de mort pour vous et tous les participants. C'était pas juste une petite excursion de week-end. Vous faites mon point. Les actions de notre gouvernement, financées par nos impôts, sont utilisées pour assassiner des gens en masse, pour les torturer et pour commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Aller à une manifestation, et j'ai dit cela en fait dans la période précédant les boucliers humains, je disais que vos manifestations et pétitions ne vont rien changer. Ils ont pris leur décision.
cela se passe. Et si vous voulez vraiment montrer à quel point vous rejetez ces guerres d'agression, alors nous devons nous mettre en danger. Il y a un déséquilibre dans la manière dont nous mesurons la valeur de la vie. Par exemple, il y a plus de 14 000 enfants palestiniens morts. Ils comptent à peine. Mais si vous aviez ne serait-ce qu'un enfant blanc dans une centrale électrique ou une station de traitement de l'eau, des sites protégés parce que les civils ont besoin d'eau et d'électricité, et que cet enfant mourait, toute la nation en entendrait parler. Imaginez si un Néerlandais défendait un site en se basant sur le droit international, comme la 4e Convention de Genève, essayant de sauver des vies sans recourir à des actions offensives ou au terrorisme, juste en essayant de défendre la vie. Cela serait perçu comme un problème. Pourtant, nous avons été responsables de la mort de 500 000 enfants en Irak à cause des sanctions. Madeleine Albright a dit que c'était, je cite, « valable ». Il est difficile d'imaginer 500 000 enfants morts en Occident. Cela souligne la réalité perverse du monde dans lequel nous vivons. Cela sert également d'outil puissant dans mon argumentation. Mon argument est que si nous voulons vraiment arrêter cette guerre, nous devons être prêts à prendre des actions significatives. Pas des dizaines de milliers, ni même des centaines de milliers. J'ai soutenu que 10 000 boucliers humains pourraient arrêter la guerre. Je maintiens toujours cette position. Malheureusement, l'ennemi a infiltré nos rangs. C'est leur stratégie habituelle. Ils infiltrent, subvertissent, puis détruisent. J'ai été témoin de cette destruction de première main. Je faisais partie de quelque chose de grand, avec beaucoup de belles personnes. Et puis j'ai vu tout cela s'effondrer. Il m'a fallu 1 an ou 2 pour me remettre de cette expérience. Mais j'étais déterminé, et l'année suivante, j'étais de retour à la charge, brûlant mon passeport à Bagdad et visitant la Palestine pour la première fois. Cette expérience m'a appris qu'il n'y a pas de garantie dans la vie. Vous pouvez vous fixer des objectifs élevés, mais les chances de succès sont minces. Cependant, il vaut mieux essayer et échouer que de ne jamais essayer du tout. J'ai toute une liste de tentatives que vous avez essayées. C'est assez remarquable. Je suis un échec à certains égards. Je n'ai pas arrêté l'invasion de l'Irak. Je n'ai pas pu briser le blocus de Gaza. J'ai échoué dans ces efforts. Mais je continue d'essayer et nous devons continuer d'essayer. C'est essentiel. Puisque vous venez de le mentionner, parlons du blocus de Gaza. Je sais, d'après notre discussion précédente, que ce n'était pas le point de départ. Il y avait une première tentative moins médiatisée. Peut-être pourriez-vous en dire plus à ce sujet. La première tentative était Free Gaza en 2008, et non en 2006, comme mentionné précédemment. Donc, avant l'événement qui a attiré l'attention du monde entier, il y avait une version plus petite, impliquant quelques bateaux. C'était essentiellement une intensification de l'effort. Oui, j'ai appris l'existence de Free Gaza et j'ai tout de suite été intrigué. Ayant déjà participé en tant que bouclier humain, je comprenais la puissance de l'action directe non violente. J'ai vu le plan pour Free Gaza et j'ai contacté les organisateurs pour exprimer mon admiration pour leur plan brillant et offert mon soutien de toutes les manières possibles, y compris en servant en tant que capitaine. En effet, je suis capitaine de la garde côtière américaine, ce qui signifie que j'ai l'autorité pour célébrer des mariages et, de manière humoristique, pour faire marcher quelqu'un sur la planche en cas de mutinerie. Dans un sens plus sérieux, en tant que capitaine, j'ai des responsabilités importantes et je peux prendre des décisions décisives si nécessaire. Les organisateurs ont accepté mon offre et j'ai passé 4 mois en Grèce à préparer les bateaux avant que nous ne partions. Personne ne pensait que nous y arriverions. Les Israéliens nous traitaient de pirates et menaçaient de nous considérer comme tels. Les médias occidentaux nous ignoraient, mais les médias arabes et d'autres suivaient notre voyage.
Nous avons navigué vers Gaza sans jamais entrer dans les eaux territoriales israéliennes, restant toujours dans les eaux internationales, puis nous sommes entrés dans les eaux territoriales palestiniennes. Là, nous avons rencontré des réserves de gaz que les Israéliens voulaient exploiter. Contre toute attente, nous avons réussi. C'était l'une des expériences les plus belles de ma vie. Voir des milliers de Palestiniens sortir dans leurs bateaux de pêche, avec des enfants sautant dans l'eau et acclamant, était incroyablement émouvant. J'étais à la barre du bateau, témoin de la joie des gens, surtout des enfants plongeant dans l'eau. J'étais inquiet à propos des enfants qui s'approchaient trop de l'hélice à l'arrière et qui risquaient de se blesser. Cependant, l'expérience était encore plus exaltante que de gagner le Super Bowl ou la Coupe du Monde. C'était mieux parce que ça donnait de l'espoir aux gens. Pour un moment, ils se sont sentis reconnus et ont réalisé que nous, 46, nous nous soucions assez d'eux pour risquer nos vies. Ils avaient douté de notre succès, mais nous leur avons prouvé le contraire. C'était incroyablement puissant. À mon arrivée, j'ai écouté leurs besoins. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas juste de l'aide. Ils avaient besoin de liberté de mouvement et de la capacité de commercer. Ils voulaient développer leur économie pour devenir indépendants. C'est ainsi qu'Aloha Palestine a été conçu, combinant mon travail à Hawaï avec des efforts pour soutenir la Palestine par le commerce plutôt que par l'aide. Vous avez magnifiquement capturé cette histoire, si je puis dire. Quand j'y pense, le véritable exploit ici était de défier les Israéliens. Vous avez réellement débarqué sur une plage là-bas avec quelques bateaux. Qu'avez-vous apporté? Était-ce de l'aide humanitaire? Littéralement, c'était juste ces deux bateaux. On m'a posé des questions similaires auparavant. Être humain, montrer que l'on se soucie et risquer sa vie représente une forme puissante d'aide. Cela communique que vous n'êtes pas oubliés. Nous nous soucions de vous et nous sommes profondément désolés pour ce que nos gouvernements font. C'est d'une importance cruciale. Comment pensez-vous que les Palestiniens à Gaza se sentent aujourd'hui? Abandonnés par le monde entier. Mais heureusement, le monde entier est forcé de voir les images choquantes qui en proviennent. Ces images pénètrent directement dans notre subconscient. Elles montrent également les contorsions mentales que les politiciens occidentaux doivent réaliser pour justifier ce qui est clairement, et pas seulement à mon avis, un génocide. J'ai une liste d'universitaires qui confirment cela de leurs propres mots. L'un d'entre eux est le professeur Omar Bartov, un expert de premier plan sur le génocide. Selon lui, en se basant sur le droit international, ceci est un génocide. Oui. J'utilise le mot génocide depuis longtemps à cause du travail que j'ai effectué à Hawaï. Dès le premier jour de contact, les Kanaka Maoli ou Hawaïens, qui avaient déjà établi une nation souveraine, étaient confrontés à un génocide. Ils avaient une population d'environ 800 000 à 1 million. Dans les premiers 100 ans de contact, 94% de la population a été décimée à cause des maladies contre lesquelles ils n'avaient aucune immunité. Ainsi, les Hawaïens ont été presque exterminés. Cette politique, je soutiens, persiste encore aujourd'hui, et je peux le prouver. Par conséquent, le concept de génocide était déjà présent dans ma conscience avant que j'apprenne quoi que ce soit sur la Palestine et tout ce qui s'y rapporte. La définition du génocide que j'ai mémorisée inclut plus de détails, mais à son cœur, il s'agit de l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique ou religieux. Les Palestiniens représentent une identité nationale, ils sont palestiniens. Ce fait, basé sur des preuves historiques et factuelles, est indiscutable. Alors, qui a une revendication légitime sur Israël aujourd'hui? Les Israéliens le font. Mais les Palestiniens ont également une revendication valide. S'il n'y a pas de Palestiniens, alors les Israéliens auraient un contrôle incontesté, n'est-ce pas?
Alors, la stratégie implique de les tuer. Détruire un groupe en tout ou en partie inclut les déplacements forcés, sachant qu'ils ne reviendront jamais. Gaza représente leur dernier bastion. Beaucoup de personnes, y compris celles que je connais personnellement et des membres de ma famille vivant à Gaza, font face à des conditions épouvantables. Ils sont affamés. Beaucoup choisiront de ne pas partir. Ils préféreraient mourir en raison de leur profond amour pour leur terre et le désir de laisser quelque chose à leurs enfants. Ils sont en mode pure survie, faisant face à la famine, et le nombre de morts pourrait atteindre des dizaines de milliers. Nous allons discuter de cela plus en détail maintenant. Nous avons brièvement abordé la première flottille. Ensuite, vous avez mentionné Aloha Palestine. Aloha Palestine. Aloha Palestine a été inspiré en écoutant les Palestiniens. Le blocus, qui constitue une partie significative de leur lutte, remonte à 1967 et même avant. Ce n'est pas juste un blocus de 15 ans, cela va bien plus loin. Les Palestiniens sont étouffés. Ils vivent dans des conditions comparables à un camp de concentration, ce qui est horrible. Cependant, il existe une solution potentielle. Des accords commerciaux existent entre tous les États membres de l'Union européenne, y compris le partenariat euro-méditerranéen. Ce partenariat implique la zone euro et ses partenaires dans la région méditerranéenne, tels que le Liban, la Syrie, la Libye, Israël et les territoires palestiniens. Ce partenariat facilite des milliards d'euros de commerce par an. Le partenariat euro-méditerranéen implique les États membres de l'UMOMEMOWER et fonctionne sous le droit des traités, agissant essentiellement comme un traité multilatéral ou un contrat entre nations. Dans ce cadre, l'Union européenne réalise des échanges commerciaux valant des milliards d'euros annuellement avec Israël. Le même accord s'étend également à d'autres pays partenaires, y compris les territoires palestiniens. Pour tirer parti de cela, j'ai fondé une entreprise nommée Aloha Palestine, en l'enregistrant auprès du Companies House au Royaume-Uni, la positionnant comme une entreprise basée en Europe, malgré les complications introduites par le Brexit. Pourtant, selon la loi, il s'agit d'une entreprise basée en Europe qui s'engage dans un commerce légal et pacifique avec un pays partenaire connu sous le nom de territoire palestinien. Cela pose un problème significatif pour Israël. Les milliards d'euros que l'Europe fournit à Israël, le pays le plus riche du Moyen-Orient, soutiennent indirectement le blocus de Gaza. L'Union européenne soutient, en termes juridiques, économiques et politiques, le blocus de Gaza. C'est un fait. Voyant cette opportunité, j'ai décidé d'agir d'une manière que certains pourraient considérer comme non conventionnelle. Nous allons nous engager dans le commerce sous les mêmes lois qui s'appliquent à Israël, mais nous le ferons pour la Palestine. J'ai fait face à de nombreux défis et j'ai beaucoup enduré parce que les Israéliens sont bien conscients de mon plan, encore plus que mes alliés. Ils comprennent que cette situation est un cauchemar pour eux. Les missions d'aide humanitaire sont régies par le droit humanitaire, qui, à mon avis, est gravement insuffisant. Le droit commercial, en revanche, fonctionne différemment. Le monde tourne autour des affaires et le commerce est une partie cruciale de cela. Je respecte les mêmes lois et j'ai étudié le droit commercial de manière approfondie. Est-ce ma passion? Non, mais c'est ce dont les Palestiniens ont besoin, donc je me suis rendu expert en la matière. Malgré les revers avec Aloha Palestine, je n'ai pas abandonné. L'entreprise est toujours opérationnelle et mon objectif reste de démanteler complètement le blocus. En parlant de cela, la même année, 2010, Aloha Palestine a lancé la deuxième flottille, la vraie. Je voudrais clarifier quelques points qui m'étaient inconnus avant que je commence mes recherches pour cette interview. Tout d'abord, je ne prétends pas tout savoir. Cependant, j'avais une image superficielle de certaines personnes qui pourraient être considérées comme téméraires
s'engageant avec les Israéliens près de Gaza, ce qui a entraîné des morts. In front of Gaza, some people died. I saw the official. J'ai vu les clips de films officiels israéliens en vision nocturne édités. Dans ceux-ci, il semble que des personnes avec de longs bâtons ou quoi que ce soit frappaient des Israéliens qui étaient déjà à bord. Donc, j'avais ce malentendu classique. Je pensais qu'il y avait quelques petits bateaux, mais en réalité, le bateau sur lequel vous étiez, comme vous me l'avez dit avant cette interview, avait 600 à 700 personnes à son bord. Donc, ce n'est pas un petit bateau, et il y en avait plusieurs comme celui-ci. J'aimerais vraiment entendre votre perspective ici, parce que, comment dire, un certain nombre d'événements clés se sont produits ce jour-là. La plupart d'entre eux, selon mes recherches, ont été grossièrement mal interprétés. Alors maintenant, j'aimerais entendre votre version. Tout d'abord, veuillez expliquer ce qu'il en était réellement. Gardez à l'esprit que certaines personnes n'ont jamais entendu parler de vous ou ne sont pas du tout au courant de cette flottille. Not aware of this flotilla at all. La différence entre Aloha Palestine et la flottille de la liberté est que la flottille de la liberté était une mission d'aide humanitaire qui relève de la compétence du droit international et du droit international des droits de l'homme. Ces lois sont au mieux inadéquates. Je discuterai plus tard du rôle de l'Afrique du Sud dans cela. La mission de la flottille de la liberté était axée sur la fourniture d'aide humanitaire. Mon intérêt était davantage porté sur le commerce plutôt que sur l'aide, et initialement, je n'avais pas prévu de participer. Cependant, à l'approche de l'événement, j'ai réalisé son importance et décidé que je devais en faire partie. Travailler sur Aloha Palestine m'avait beaucoup impliqué, mais j'ai pris la décision de dernière minute de rejoindre la flottille. En raison de mon implication connue dans ces activités, j'ai pu rejoindre facilement. Ainsi, la mission était de fournir de l'aide à une population qui comprend plus de 800 000 enfants, un nombre qui a maintenant atteint 1 million. Je croyais que nous y arriverions, surtout en considérant notre succès en 2008. Dans une interview avec la BBC, j'ai exprimé mon incrédulité que les Israéliens attaqueraient un navire civil en mission humanitaire dans les eaux internationales, surtout un navire essayant d'aider une population qui comprend 800 000 enfants. Mais malheureusement, ils se sont avérés être aussi imprudents. Spécifiquement, nous étions dans les eaux internationales lorsqu'ils ont attaqué. Le navire avait été minutieusement inspecté et il n'y avait pas d'armes à bord. En Turquie. En Turquie, oui. C'étaient les autorités turques. Les autorités turques, qui entretiennent des relations amicales avec Israël malgré les apparences publiques, ont confirmé cela. Le gouvernement turc l'a annoncé et a même invité des officiels israéliens à inspecter le navire. C'était pour s'assurer qu'Israël ne pourrait pas prétendre que nous transportions des terroristes ou des armes. Donc il a été vérifié qu'il n'y avait absolument aucune arme. Absolument. À 100%. Même avant que je monte à bord du navire, ils nous ont informé que nous ne pouvions pas apporter de couteaux parce que les couteaux pouvaient être utilisés comme armes létales. Donc je savais qu'ils nous inspectaient minutieusement. Tout ce qui était apporté sur ce navire était comptabilisé. J'ai fini par y aller. J'ai rencontré les gens à Istanbul et nous avons navigué depuis le sud de la Turquie jusqu'à Chypre. Tout se déroulait sans encombre. Et nous avions planifié notre départ de Chypre vers Gaza, ce qui devrait prendre environ 11 à 12 heures, selon la vitesse. Nous avons fait exactement cela et les Israéliens ont chronométré leur attaque pour qu'elle coïncide avec les prières du matin. Y a-t-il eu des avertissements de la part des Israéliens avant les attaques? Ils nous ont publiquement étiquetés comme terroristes, prétendant que nous ne serions pas autorisés à poursuivre, parmi d'autres accusations infondées. Le navire transportait principalement des musulmans, étant organisé par l'organisation musulmane IHH,
dirigé par Bülent Yıldırım. En tant que l'un des rares non-musulmans à bord, j'avais apporté des caméras avec moi. Lorsque j'ai rejoint, ils m'ont demandé si je voulais documenter le voyage ou aider à défendre le navire. Considérant la présence de nombreux personnels médiatiques avec un équipement supérieur, et étant donné mon expérience en tant que marine, j'ai estimé que je pourrais être plus utile en défense. Ils ont été d'accord avec ma décision. Si vous parliez de défense, y avait-il une attente d'être attaqué? Pour repousser toute tentative d'abordage par les Israéliens, nous avions reçu des instructions spécifiques avant de partir. Tout le monde était conscient qu'il y avait une chance significative que les Israéliens ne nous laissent pas passer. On nous avait dit que si nous entrions en contact avec les Israéliens, s'ils montaient à bord, nous ne devions tuer personne. Cependant, peut-être que la direction a légèrement sous-estimé à quel point cela pourrait devenir sanglant. Parce qu'à un certain moment, si des gens vous tirent dessus, vous exécutent à bout portant, vous êtes poussé dans une situation désespérée. J'ai regardé les rapports balistiques et d'autopsie, j'ai fait les recherches. Pas si vite. Mais de toute façon, lorsque l'attaque est survenue, mon travail consistait à aider à repousser toute tentative d'abordage sur le côté à la partie arrière du navire. La partie arrière est la partie arrière du navire, pour ceux qui pourraient ne pas être familiers avec les termes nautiques. L'arrière du bateau, d'accord. Nous avions une zone de responsabilité et je faisais partie d'une équipe de 6 personnes, servant comme le second en commandement. Nous nous dirigions vers Gaza à 4 heures du matin, ce qui coïncidait avec les prières du matin pour les musulmans. Cependant, nous avions également des Juifs et des chrétiens à bord du navire, et ils priaient aussi. Je me suis joint à eux pour prier, mais pas à ce moment précis. Le timing semblait délibéré. Nous avons détecté les Israéliens sur notre radar, et il semblait qu'ils avaient déployé pratiquement toute leur flotte navale. Nous pouvions clairement les voir nous entourer, mais c'était pendant les prières du matin qu'ils se sont approchés de nous avec leur bateau Zodiac. Ils ont réduit la distance. Nous pouvions maintenant clairement voir les navires nous entourant, et ils se sont approchés avec leur bateau Zodiac. Ils ont tenté d'utiliser des grappins pour monter à bord, une tactique que je connais bien en tant que marine. Nous étions préparés à cela et avons réussi à repousser leur tentative. Mon travail incluait de décrocher les grappins qu'ils étaient parvenus à fixer. Ils n'ont pas pu monter à bord de cette manière. Cependant, ils ont ensuite déployé des hélicoptères et utilisé une technique connue sous le nom de descente de Farah sur corde. Donc, vous avez une corde épaisse suspendue à un hélicoptère qui survole la zone cible. Vous saisissez la corde avec vos mains, protégées par des gants rembourrés, et enroulez vos pieds autour du bas de la corde. L'avantage de cette technique réside dans sa vitesse et son efficacité. Lorsque vous glissez le long de la corde et atteignez le pont, vous pouvez vous détacher immédiatement et être prêt pour l'action. Il n'est pas nécessaire de procéder à un décrochage compliqué. Vous atterrissez rapidement, armes prêtes sur l'épaule et armes de poing à votre côté. Dès que vous touchez le sol, vous êtes prêt à intervenir. Cette méthode vous rend extrêmement dangereux. J'ai personnellement utilisé cette technique pendant mon temps chez les marines. Alors j'ai vu le premier hélicoptère arriver et ce que les gars sur le pont supérieur ont fait était brillant. Ils ont attrapé la corde et l'ont tirée sur le côté, l'attachant au navire sous un angle. On ne peut pas glisser le long d'une corde comme ça. Donc ils ont fait cela et les Israéliens étaient frustrés. Ils ont lâché cette corde et en ont déployé une autre. Cette fois, ils ont réussi et j'ai vu les commandos descendre. Gardez à l'esprit, j'étais à l'arrière du navire et ils ne descendaient pas là. À ce moment-là, j'ai dit au chef d'équipe, « Écoute, ça te dérange si je monte là-haut? Parce qu'ils ont besoin d'aide. »
Si vous demandez si le soutien était sur plusieurs étages, c'est bien ça? Alors, c'était 2 ponts plus bas, sur le pont principal où se trouvent les bastingages du navire. Les attaquants descendaient vers le pont supérieur, qui avait assez d'espace pour qu'ils puissent larguer la corde. Les défenseurs étaient positionnés sur le pont supérieur, en interaction avec les attaquants. J'ai demandé à mon chef d'équipe la permission de monter là-haut, et il a dit « Ouais, vas-y ». En tant que personne qui comprend l'importance de la structure hiérarchique, je sais que ce n'est pas mon rôle de faire juste ce que je veux. Je dois d'abord demander la permission. Il m'a donné le feu vert. Quand je suis monté là-haut, c'était divin, autant que je sache. J'aurais dû mourir de nombreuses fois. Mais comme il s'est avéré, j'ai réussi à monter sur un pont, puis sur le suivant, où je devais entrer par une écoutille. C'était la partie interne menant au dernier escalier vers le pont supérieur. Alors que j'entrais dans l'écoutille, l'un des commandos israéliens, qui avait été poussé par-dessus la rambarde, est littéralement tombé juste devant moi. Je suis immédiatement allé vers lui et ai saisi son pistolet 9 mm. Je lui ai pris le pistolet, puis les autres personnes à l'intérieur du navire l'ont attrapé et tiré à l'intérieur. J'ai pris cette arme et me suis arrêté un moment. Donc, pour moi, en tant que commando israélien des forces spéciales, l'idée que ne serait-ce qu'un d'entre nous atterrisse sur le pont d'un navire rempli de civils est significative. Je ne suppose pas que les autres étaient d'anciens marines ou dans l'armée, à part vous. Nous étions tous Police actifs. Non, mais ce n'est pas une question de formation. Donc, pour vous, je comprends. Vous êtes un ancien marine. Je peux comprendre que vous pouvez vous battre. Mais je suppose que le reste des personnes sur le bateau n'étaient pas des soldats, n'est-ce pas? Ils exerçaient des professions civiles. Gardez à l'esprit que nous avions à bord de nombreuses femmes, journalistes et défenseurs. Alors, comment avez-vous fait? Je veux dire, étant donné que les commandos des forces spéciales israéliennes sont assez dangereux, comment avez-vous géré la situation? Vous avez mentionné que vous l'avez tiré à l'intérieur. Pouvez-vous expliquer comment vous avez fait cela? Il est tombé et c'était comme un timing divin. Si j'étais arrivé quelques secondes plus tard, il aurait récupéré son pistolet et j'aurais été en danger. Cependant, tout s'est passé de sorte que, quand il est tombé, j'ai immédiatement vu son pistolet 9 mm. Il n'avait pas de pistolet mitrailleur qu'ils ont dû lui prendre plus tôt, mais il avait son 9 mm et je l'ai saisi. J'ai pris l'arme, le laissant sans défense. Je n'appellerai pas un commando des opérations spéciales sans défense, sans armes. Non. Ils l'ont tous ressenti. Le premier commando que j'ai rencontré avait clairement traversé une épreuve et je pouvais voir la peur dans ses yeux. Un vrai guerrier, quelqu'un qui est aligné avec son but et avec Dieu, ne montre pas de peur. Il fait simplement ce qui doit être fait. Mais pour lui, c'était trop, et j'ai pu facilement le désarmer. À ce moment-là, les autres sont venus aider, et 2 ou 3 d'entre nous l'ont tiré vers nous. Sans son arme, il était relativement sans défense, bien qu'encore potentiellement dangereux. Après l'avoir désarmé, j'ai retiré les balles de l'arme, donné l'arme aux autres et caché les balles. Mon objectif principal était de défendre le navire pour que nous puissions livrer de l'aide aux gens de Gaza. C'était très important pour moi et j'étais concentré là-dessus. À ce moment-là, j'avais déjà vu un corps mort, un journaliste qui avait été abattu. Cet incident s'est produit au premier commando soit désormais. Alors, quand les Israéliens ont-ils commencé à tirer? Alors, quand ils sont venus, c'est une chose sur laquelle ils ont menti. Exactement, c'est ce que je demande. Parce que le mythe est qu'ils ont réellement commencé à tirer seulement après que vous les ayez désarmés.
You disarmed them. That's a lie, and easily proven. C'est un mensonge et facilement réfutable. Another important Un autre point important est qu'il y avait beaucoup de preuves vidéo. En fait, quelqu'un m'a filmé en train de désarmer ce commando, un reporter d'Al Jazeera, pour être précis. Il avait des images. Ils ont volé toutes les images, chaque morceau. remember, Souvenez-vous, ils nous ont kidnappés et ramenés à Ashdod, saisissant toutes les preuves. La seule raison pour laquelle nous avons vu ces images, c'est parce qu'une femme a caché la puce dans ses parties intimes et a réussi à la faire passer. to get that chip C'est pourquoi nous avons ces images. Ils ont tout pris, y compris les images de moi désarmant l'un de ces commandos. Donc j'ai un reporter d'Al Jazeera qui a filmé cela et peut le valider, ainsi que d'autres témoins. reporter who videotaped it, who will validate, and I have other witnesses as well. They were shooting at us before Ils ont commencé à nous tirer dessus avant que la confrontation ne s'escalade. Ils ont également utilisé des grenades à percussion. fragmentation. Pour ceux qui ne sont pas familiers, une grenade à fragmentation explose, envoyant des éclats partout, ce qui peut causer des blessures graves ou la mort. Les grenades à percussion, bien que généralement moins mortelles, peuvent toujours être létales si vous êtes proche de l'explosion. Elles peuvent provoquer la surdité, faire éclater vos tympans et vous désorienter. L'utilisation de ces grenades a créé confusion et chaos. En plus de cela, ils nous tiraient dessus avec des fusils guidés par laser. Je devrais mentionner, je suis formé comme tireur d'élite. Shooting. They had laser-guided rifles. I'm also a sniper. Oui, il tirait déjà. From the helicopter. Ils tiraient depuis les hélicoptères, ce qui est prouvable, même sans les preuves qu'ils ont volées. And You say provable Vous dites que c'est prouvable à cause des trous de balles trouvés sur le pont du bateau et de la trajectoire des balles qui ont été vérifiées. trajectory of the bullets. yes, plus we have, you can't discount. Oui, nous avons également de nombreux témoins qui confirment qu'avant même d'embarquer, nous avions des victimes. Comment ces personnes sont-elles mortes? Ils ont prétendu avoir utilisé des balles de peinture, mais ils ont également utilisé des munitions réelles. They did Donc, quand ils disent qu'ils ont utilisé des balles de peinture, ils omettent le fait qu'ils avaient des balles réelles. right? We used paintballs. Nier cela est un mensonge. Ils ont utilisé des munitions réelles et en conséquence, It's a lie, des personnes ont été tuées, y compris un Américain. including an American for Yeah, I think there's no condone. question. I think there's no question. Il n'y a aucun doute à ce sujet. 9 personnes sont mortes ce jour-là et une 10e personne est décédée plus tard à l'hôpital, n'est-ce pas? Oui, il était dans le coma à cause de ses blessures. Mais soyons clairs, des blessures par balle restent des blessures par balle. Il n'y a pas de débat là-dessus. Bullet wounds are bullet wounds. I mean, there's no debating. Non, So they were ils nous tiraient dessus et tuaient avec des fusils de sniper depuis leur position confortable sur des hélicoptères. on a helicopter. Donc Gäringswa, it's the Golan Spew. Disarming special commandos. Yes, and actually, a little detail of the story after I took that. Oui, et pour ajouter un détail à l'histoire, après avoir pris le pistolet 9 mm, je cherchais quoi en faire. C'était une preuve, et je crois en la loi. Cette arme pourrait potentiellement être reliée par balistique à une balle ayant tué l'une des victimes. Si vous croyez en la loi, préserver les preuves est crucial. J'espérais que nous pourrions l'utiliser pour monter un dossier. The Israelis Alors que je tenais l'arme de manière sûre, from the helicopter. les Israéliens tiraient depuis les hélicoptères et je voyais des visées laser près de moi. Laser was like there. Voir un pointeur laser sur vous signifie que vous êtes en danger immédiat. 1 second away. Je tenais l'arme lorsque j'ai entendu le son d'une balle ricochant à proximité. I was carrying this weapon, and I heard the ricochet of a bullet right now. So they took a shot, and it didn't get me, but it was close, real close. Alors ils ont tiré et ça m'a pas touché, mais c'était très proche. C'était un moment de prise de conscience, me rappelant ma formation de marine. Je savais que je devais me baisser, adopter une position basse et éviter d'être touché. Après avoir disposé de l'arme, j'ai rencontré plus de victimes. Malgré le fait d'avoir éliminé l'arme, l'attaque a continué. I went just the opposite side of the ship. Je suis retourné au même endroit sur le navire, juste de l'autre côté, visant à atteindre le pont supérieur par l'écoutille. Incroyablement, une situation similaire s'est déroulée. Cette fois, un commando israélien, pleinement alerte et armé d'une mitraillette, est tombé. He fell down. Son timing était impeccable, et dès qu'il a touché le sol, sa première réaction a été de chercher son arme. Like
he fell to the ground, and of course, the first thing he's doing is going to get to his weapon. And I saw him. Je l'ai vu et je me suis dirigé vers lui, saisissant immédiatement ses mains. Il essayait de positionner sa main droite sur la poignée du pistolet et sa main gauche sur la crosse. En tant que marine, j'ai immédiatement compris ce qu'il tentait de faire. J'ai réussi à atteindre ses mains à temps et j'ai commencé à les écarter de l'arme. Si j'avais été 2 secondes plus tard, il aurait réussi à viser l'arme sur moi et j'aurais pu être tué. Heureusement, mon timing était parfait. Alors que j'écartais ses mains de l'arme, une autre personne, un homme turc, est venu aider. Il a tenté de prendre l'arme et je lui ai conseillé de la retirer en enlevant la sangle. Il a suivi mon instruction et après que j'ai réussi à écarter les mains du commando, il a arraché l'arme. Elle a ensuite été emmenée à l'intérieur et, je crois, jetée à l'eau. La sangle a été prise à l'ast. Oui. Je veux dire, ils ont vraiment jeté cette arme dans l'eau. Je sais qu'elle a été jetée dedans. Cependant, le soldat fut amené à l'intérieur. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai arraché ses mains et l'autre homme a pris l'arme qui a ensuite été jetée à l'eau. J'ai également eu une confrontation avec le commando. Dans ma colère, je l'ai frappé directement au visage. À ce moment-là, j'étais furieux et j'aurais pu tuer les deux. Il est important de se rappeler que j'avais un pistolet 9 mm chargé avec de vraies balles. J'aurais facilement pu l'utiliser pour le tuer sur le champ. Initialement, j'avais cette arme et elle était chargée, mais j'ai choisi d'enlever les balles. J'aurais pu tuer le second aussi. Ces 2 commandos israéliens me doivent la vie parce que je les ai désarmés. Malgré leurs actions, dans ce monde tordu qui est le nôtre, si vous consultez Wikipédia, vous trouverez quelqu'un nommé Greta Berling qui a insinué que je suis responsable de la mort de ces personnes. Tu n'étais même pas sur ce bateau, Greta. Tu n'étais même pas sur ce bateau. J'ai défendu ce bateau. Si quelque chose, j'ai sauvé des vies. Qu'attendais-tu que je fasse? Me coucher? Nous étions censés défendre le bateau pour livrer de l'aide. Honte à toi d'avoir même suggéré une telle chose. Mais c'est la scène des activistes, pleine d'idiots et d'agents qui prétendent servir la cause dont ils parlent, mais poursuivent secrètement un ordre du jour différent. De toute façon, le fait est que nous avons désarmé le second, il a été emmené à l'intérieur. Peu après, le capitaine a annoncé par haut-parleur « Arrêtez de résister, ils ont pris le contrôle du pont. » Donc les Israéliens avaient atteint le pont. Mais 3 soldats israéliens ont été capturés sur ce bateau, n'est-ce pas? Oui, 3 d'entre eux. Alors oui, moi aussi. Le capitaine a dit « Arrêtez de résister, je suis le capitaine, vous suivez les ordres du capitaine. » Alors nous l'avons fait et ils nous ont dit de venir à l'intérieur du navire. Et combien de, disons, 650 personnes à bord étaient réellement impliquées dans Zay? Je pense que le nombre exact est d'environ 150, à peu près. Cela est dû au fait que nous avions beaucoup de femmes, de journalistes et de personnes âgées qui n'étaient pas vraiment aptes à la défense. Ainsi, ce sont principalement les individus plus jeunes et plus aptes qui ont participé à la défense, même si j'avais 50 ans à l'époque. Pendant que les combats se déroulaient, le reste des personnes, les 400, devaient être effrayés. Où étaient-ils? Pour me corriger, j'étais dans la quarantaine. Ce que j'ai vu sur le Mavi Marmara, c'était une unité de but. Musulmans, chrétiens et même des juifs étaient sur ce bateau. Nous partagions tous le même désir d'aider les gens de Palestine à Gaza. C'était vraiment magnifique. C'était un honneur et une bénédiction d'être parmi des gens qui étaient prêts à risquer leur vie. Cet engagement était le fondement de mon action en tant que bouclier humain. Les protestations et les pétitions seules ne suffisent pas. Si nous sommes sérieux, nous devons faire plus. Bien sûr, cela n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt à risquer sa vie. Mais pour ceux d'entre nous qui ont la volonté et la capacité, nous devons agir. Il ne s'agit pas de jouer la sécurité.
N'est-ce pas avant tout une question de sécurité? Vous savez quoi? Parfois, nous devons prendre de grands risques. Si j'ai été béni, c'est avec une intrépidité basée sur un amour de l'humanité et de cette planète et une volonté de mourir si nécessaire. Il n'y a pas d'autre solution. Mais ce sont les leaders des mouvements qui font ce genre de choses. Nous sommes censés inspirer les autres, élever les gens et créer de nouveaux leaders. C'est ce que j'aimerais faire, et je sais que je l'ai fait. Les gens ont été inspirés par mes actions et ma volonté. De cela, vous obtenez des personnes qui sont inspirées pour vous émuler sous une forme ou une autre. Ils peuvent devenir les grands leaders du futur. D'accord, donc le capitaine a ordonné à tout le monde de résister, puis d'arrêter de résister, ouais? Ouais. Et ensuite? Alors ils ont séparé les hommes des femmes et ils ont rassemblé tous les hommes en bonne santé physique ensemble. Avez-vous immédiatement libéré ces 3 soldats israéliens? Ou comment ça s'est-il passé? La décision de libérer les 3 a été prise par le chef de l'action et le capitaine. Je n'étais pas forcément d'accord avec cela. L'argument contraire était que si nous ne les avions pas libérés, tout le monde à bord du navire aurait pu être tué. Je pense toujours que peut-être cela aurait été le bon choix. Imaginez l'impact si plus de 700 d'entre nous sur ce navire avaient été tués. Cela aurait été une histoire significative. Cela aurait été un énorme sacrifice, 700 personnes. Mais nous parlons de la vie de 2 millions de personnes à Gaza. Vous venez de vous faire beaucoup d'amis avec cette déclaration. Vraiment, je veux dire, si nous ne sommes pas prêts à risquer nos vies, alors nous ne sommes pas pleinement engagés. Je dénonce cela. Si vous êtes sérieux dans votre volonté de créer un monde meilleur, il existe des moyens plus sûrs de contribuer, certes. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, participer à une manifestation ou signer une pétition, c'est bien, mais c'est le strict minimum. Ne vous félicitez pas simplement parce que vous avez participé à une manifestation qui souvent ressemble plus à un événement social. Là, tout le monde se félicite en pensant « Oh, nous sommes les gentils », tout en continuant de se plaindre d'un gouvernement qui, par ses actions, nous représente en facilitant un génocide. À quel moment tenons-nous nos dirigeants responsables dans une société démocratique? Si nous ne sommes pas prêts à risquer nos vies, alors le monde entier a tous les droits de nous critiquer. Comme la réponse de Gandhi lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la civilisation occidentale. Je pense que c'est une bonne idée. Cela implique que, selon la véritable définition d'être civilisé, nous échouons. Nous sommes dans l'essence des hypocrites barbares. Je comprends tout à fait votre point de vue. Et nous les appelons terroristes. Vrai, c'est une inversion. D'ailleurs, mon peuple, les Irlandais, était également appelé terroriste. L'armée républicaine irlandaise. Nous connaissons bien le génocide. Så vi har sett i småd, amsi småliste de tillängs Palestine. Que Dieu bénisse les Irlandais. Le gouvernement peut aller en enfer, mais le peuple, que Dieu le bénisse. Bien, mais revenons à la flottille. Vous avez cessé de résister. Et tout le bateau a également cessé de résister. Oui. Alors comment cela a-t-il continué? Ils ont pris le contrôle du navire et ont séparé les hommes des femmes. Ils nous ont fait sortir sur le pont. Gardez à l'esprit que c'était pendant l'été en Méditerranée, donc il faisait chaud. Cela a pris, je pense, au moins 7 ou 8 heures. Nous étions en fait dans des positions de stress sur le pont pendant environ 10 heures au total. Alors comment devrais-je imaginer ces 650 personnes? Les femmes étaient gardées à l'intérieur, regroupées, tandis que les hommes étaient à l'extérieur dans des positions stressantes, sans pouvoir bouger. Je me souviens avoir observé les Israéliens. Je sais depuis longtemps qu'ils sont très à l'aise avec le mensonge. Nous avions parmi nous des personnes âgées qui n'étaient pas dans la meilleure des santé.
Elles ont été mises en position stressante après que des gens aient été tués. Nous étions en plein soleil en Méditerranée. Quand les gens avaient besoin d'aller aux toilettes, ils demandaient, et la réponse était toujours « oui, 5 minutes, 5 minutes ». Mais il était clair qu'ils mentaient. Ils semblaient mentir très facilement. C'est comme si le mensonge était ancré dans leur comportement. Alors, have you kissed that will be so too. The dead bodies, though Les corps sans vie ont finalement été séparés, mais j'en ai vu beaucoup moi-même. Les hommes étaient à l'extérieur et les femmes à l'intérieur. Ils ont menti en nous permettant d'utiliser les toilettes. Alors les gens ont fini par se mouiller. Finalement, nous sommes arrivés à Ashdod. Ils nous ont kidnappés et emmenés à Ashdod en Israël. Eventually we got to Ashdod. So they kidnapped us and took us to Ashdod in Israel. Pour clarifier, cet incident s'est entièrement produit dans les eaux internationales et il n'y a pas de contestation à ce sujet. C'est bien cela. No dispute whatsoever. And according Il n'y a absolument aucune contestation. Selon la loi, ils nous ont attaqués. Réfléchissez. Souvenez-vous des pirates somaliens? Dans l'interview, j'ai mentionné que nous avons beaucoup entendu parler des pirates somaliens. Alors, qu'en est-il des pirates israéliens? Si nous parlons de la loi, ce qu'ils ont fait est considéré comme de la piraterie. C'est de la piraterie internationale. Ils n'avaient aucun droit de faire cela. Cependant, Israël opère en toute impunité. Ce n'est que maintenant que nous voyons des accusations de génocide portées contre eux. Ces accusations auraient dû être faites il y a 75 ans. finally, they should have been lodged 75 years ago. The creation of Israel was La création d'Israël était basée sur des politiques qui étaient injustes et ont conduit au déplacement et à la souffrance des Palestiniens. Il a fallu plus de 75 ans pour que des accusations de génocide soient portées. La loi semble être inefficace et agir en toute impunité, surtout à l'ère nucléaire, est dangereux. Cela souligne un problème plus large. Les gens évitent souvent de discuter de politique et peu investissent du temps pour comprendre la loi. De nombreux Américains ne sont pas familiers avec leur propre constitution. Beaucoup de Britanniques ne connaissent pas leur Bill of Rights et la plupart des Européens confondent mandat et loi. Cela soulève la question de pourquoi notre compréhension de l'histoire juridique est si lacunaire. Why are we so infantile in our understanding of law, history? I think it's even getting worse. Je pense que cela empire même. Vous pouvez le vérifier sur YouTube. Il y a plein d'interviews où ils demandent à des étudiants universitaires dans la rue contre qui l'Amérique a mené la guerre d'indépendance. Et ils répondent, le Mexique. Cela pourrait suggérer un problème supplémentaire, puisque nous n'avons plus besoin de personnes éduquées et en bonne santé dans les usines et sur les champs de bataille. Le financement pour l'éducation et les soins de santé se tarit. Ainsi, on pourrait spéculer, et ce n'est que de la spéculation, qu'il pourrait y avoir un but non intentionnel derrière cela. Les personnes non informées sont plus faciles à guider. Uninformed people are easier to guide. Le savoir, c'est le pouvoir. Nous sommes confrontés à une situation où l'histoire, les médias et l'enseignement académique sont souvent déformés. Si les universitaires remettent en question certains récits, en particulier concernant Israël, peu importe la validité et la vérifiabilité de leurs faits, ils risquent leur carrière. Beaucoup ont subi ce sort. J'ai personnellement subi de graves conséquences, perdant tout ce que je possédais 3 fois au cours de la dernière décennie. La seule raison pour laquelle ma voix n'a pas été complètement réduite au silence est à cause de mon indépendance. Je suis résilient et prêt à endurer toutes les difficultés. Personne ne peut m'intimider. I'm willing to pay any price. You ain't gonna cow me. You ain't gonna intimidate me. You ain't gonna buy me. Vous n'allez pas m'intimider. Vous n'allez pas m'acheter. Vous n'allez pas me tendre un piège de miel. Vous n'allez faire aucune de ces choses parce que je suis en mission. Cette mission est plus importante que tout le reste dans ma vie. Et pour ceux qui m'aiment, ils voient cette figure publique qu'ils adorent. Mais quand il s'agit de relations personnelles, je suis un véritable cauchemar. J'apporte le danger à ma famille. J'attire l'attention indésirable. Je cause toutes sortes de problèmes.
Pourtant, je reste concentré et toujours alerte. Cela ne veut pas dire que je ne m'amuse pas. En fait, je me suis éclaté hier soir jusqu'à 4 heures ici à Amsterdam. Nous devons nous détendre, nous amuser, rire et profiter de la vie, mais je reste concentré. Je suis engagé à poursuivre un monde meilleur, même si cela doit me coûter la vie. Je veux être fier du monde que nous laissons à nos enfants. Actuellement, peu importe votre richesse, la sécurité de votre communauté ou le fonds de fiducie que vous avez établi pour vos enfants. Nous, en tant qu'habitants de cette planète, sommes sur un chemin vers l'autodestruction. Nous sommes essentiellement au milieu de la Troisième Guerre mondiale, à quelques instants d'escalader à grande échelle. À ce moment-là, les gens réaliseront la gravité de la situation. Pourquoi attendons-nous une crise pour agir? Lorsque les signes sont clairs, nous devrions les lire et aborder les problèmes. Nous en discuterons dans un instant, car je pense que vous soulevez des points très pertinents concernant ce qui se passe actuellement et comment cela n'atteint pas le public. Mais revenons à la flottille. Je reste sur ce sujet parce que j'ai une image très vive dans mon esprit que je crois avoir vue dans un documentaire sur vous. On aurait dit que vous aviez été frappé à quelques reprises avec une machette, la tête complètement ensanglantée. Donc, il y a eu des coups de votre côté aussi. Vous n'en êtes pas sorti indemne, n'est-ce pas? Il y a définitivement plus à l'histoire. Si vous voulez entendre la suite de manière assez abrégée, la voici. Après qu'ils nous ont kidnappés, il est important de noter que ce n'étaient pas des blessures de combat. Ce n'étaient pas les soldats israéliens sur le bateau qui se défendaient, vous savez. Non, j'étais pas ensanglanté à ce moment-là. Cela était dû à une cause différente. Non. C'était le médecin. Mais ces blessures n'étaient pas dues au désarmement que vous avez effectué en état de légitime défense, n'est-ce pas? Non. D'accord, non, je n'ai subi aucun dommage là-bas. Les dommages que j'ai subis étaient pendant ma détention. Alors je raconte cette histoire. Ils nous ont kidnappés et emmenés à Ashdod. Ils avaient littéralement construit une prison parce qu'ils savaient que nous arrivions. Elle était toute neuve et construite pour nous. Donc nous avons été transférés dans cette prison flambant neuve. Très rapidement, les Israéliens ont réalisé que l'aspect relations publiques de cette situation n'avait pas l'air bon. C'était une mauvaise image. Nous étions en mission d'aide humanitaire et maintenant nous avions 10 morts. Ma famille pensait que j'étais mort à coup sûr parce que lorsque les rapports sont sortis sur qui avait été ramené au port, il n'était fait mention d'aucun Irlandais. J'avais mon passeport irlandais, mais j'avais aussi un passeport palestinien. Ismail Haniyeh, le premier ministre élu démocratiquement, me l'a personnellement donné. Souvenez-vous, il y avait des élections en 2007. Le Hamas a remporté ces élections de manière démocratique et indiscutable. Même Jimmy Carter, l'ancien président, a dit que le vote était valide. Ils n'ont pas eu d'élection depuis, ce qui est un tout autre sujet. Cette situation est l'on due à l'ex-israélien. Netanyahou affirme qu'il n'y a pas d'innocents, sous-entendant que tous les Gazaouis sont des partisans du Hamas parce qu'ils ont voté pour eux. Cela fait référence aux élections de 2006. Cependant, il n'y a pas eu d'élection depuis lors. Si nous appliquons cette logique à nous-mêmes, alors nous sommes tous coupables de crimes de guerre parce que nos représentants élus démocratiquement sont ceux qui font ces choses. Donc, nous sommes coupables. Cependant, j'ai une perspective différente sur ce qu'est le Hamas. Ayant vécu à Gaza, j'ai vu que la plupart d'entre eux sont des bureaucrates. Ils fournissent des services sociaux, gèrent la collecte des ordures et fournissent de l'eau quand c'est possible, malgré les défis. Seuls les membres du Hamas sont de véritables combattants. J'ai rencontré ces individus, des leaders aux fonctionnaires du gouvernement pour
all the way down to the Yeah, it was said On disait que vous étiez sur cette flottille pour entraîner des commandos du Hamas, n'est-ce pas? Hamas commandos, right? Yeah, I was going to Gaza to form and train. Oui, selon les forces de défense israéliennes, je me rendais à Gaza pour former et entraîner une unité commando pour le Hamas. Oh, désolé, je me suis mal exprimé plus tôt. Donc, je veux dire, je n'ai pas fait ça, mais ça me fait rire. Ce n'était pas mon travail. Et je pense que nous pouvons tous voir assez clairement que le Hamas est plutôt bon dans ses opérations commando. Clearly that Hamas is pretty good at their commando. Mais si tu finis ton histoire, Your bloody story. I had a Palestinian passport. I hid my Irish passport. J'avais un passeport palestinien et j'ai caché mon passeport irlandais. Ils ont tout volé sur le bateau, y compris toutes les images, les caméras et mon MacBook Pro. Malgré cela, j'ai réussi à garder mon passeport palestinien. Lorsque nous descendions du bateau, nous n'étions pas menottés. Je marchais hors du bateau et un soldat israélien, un type de l'IDF, m'a lancé un regard suffisant et arrogant. Il a dit « Nous savons qui vous êtes ». J'ai souri en retour et dit « Je sais qui vous êtes », ce qui l'a rendu furieux. I know who you are. Like that. He got pissed. So I walk off the ship and they had a desk. Alors je suis descendu du navire et ils avaient un bureau où tous les gars de l'IDF nous traitaient pour identifier qui était qui. Nous étions censés remettre notre identification pour qu'ils puissent la vérifier. Bien sûr, ils nous ont tous mis sur une liste. C'était un moment inestimable, un jour j'écrirai à ce sujet. Quand je suis arrivé, j'avais mon passeport palestinien. Il y avait un Israélien qui faisait des papiers et un autre qui prenait les identifications. Quand je me suis approché avec mon passeport palestinien, ils se sont arrêtés. Je leur ai dit, « Oui, en fait, vous m'avez kidnappé. » Wait, and I said, yes. Actually, you guys kidnapped me, so when you deport me to Gaza. Alors quand vous me déporterez à Gaza. Voici mon passeport. Ils nous ont traités à Ashdod, puis nous ont emmenés dans cette toute nouvelle prison. À ce moment-là, ils essayaient de gérer la situation. Ma famille pensait que j'étais mort parce que j'avais remis mon passeport palestinien. Donc les nouvelles commençaient déjà à sortir. Non, en fait, il y avait des nouvelles dès le début, mais elles ont été supprimées. Ils ont fait plusieurs choses. Ils ont brouillé tous nos signaux et ont volé toutes les images. Si toutes ces images avaient été préservées, oh mon Dieu, je connais la vérité, j'étais là. Mais ma famille pensait que j'étais mort parce que j'avais remis le passeport palestinien, ne laissant aucune trace de moi étant irlandais. Alors ils pensaient vraiment que j'étais mort. Ils nous ont emmenés à Ashdod, dans cette prison. Nous étions tous là-dedans, et ils étaient en mode gestion de crise, parce que la situation ne s'annonçait pas bien. Les informations commençaient lentement à sortir, et les gens essayaient de comprendre ce qui se passait. C'était le sujet principal pendant un jour ou deux. Ils ont réalisé qu'ils devaient nous faire sortir de là rapidement. Alors, ils ont décidé de nous déporter tous. À ce moment-là, j'étais dans cette prison. Je peux sembler fou pour la plupart, mais je suis aussi très tactique. Je ne suis pas stupide. J'ai refusé de partir. J'ai insisté pour recevoir la justice israélienne. La situation avec les Turcs était différente. Ils recevront un traitement différent du mien. Mais je savais que tant que je serais sous votre garde, cela attirerait l'attention sur la question de la Palestine. Cela révélerait également une partie du travail que j'avais effectué auparavant. Rien de tout cela n'est bon pour vous, Israël. Donc nous étions en prison et tout le monde était parti. Ils sont venus vers nous et ont dit « Ok, 2 gars dans une prison, on va vous déplacer vers un nouvel endroit. » Ils ont menti, comme ils le font souvent. Ils ont fini par nous emmener à Tel Aviv, à l'aéroport Ben Gurion, où nous avons vu tout le monde là-bas. Ils étaient comme « Oh, il est de retour ». J'étais comme « Ouais, ils ont menti, mec ». Donc nous nous sommes regroupés à l'aéroport. Mais comment tu n'as fait si ensanglanante? Voici ce qui s'est passé ensuite. Je suis arrivé à l'aéroport et me suis regroupé avec l'équipage, le capitaine et Bülent Yildirim, le chef de l'IHH.
Pendant que nous étions là, nous avons vu un homme nommé Paul Arruti. Il avait été sur un autre bateau, plus petit, et avait été malmené. Il était évident qu'il avait un œil au beurre noir, et il le malmenait dans la zone sécurisée de l'aéroport Ben Gurion où nous étions détenus. Nous pouvions le voir protester, disant « Arrêtez, arrêtez », clairement blessé. Nous nous sommes tous levés et avons exigé qu'ils arrêtent et le laissent partir. La police israélienne est intervenue, nous disant de nous asseoir, mais nous avons résisté, insistant pour qu'ils le laissent tranquille. Je me suis retrouvé juste au centre de l'action, à côté du capitaine et du chef de l'IHH. J'en suis arrivé à un point où je refusais non seulement leurs exigences, mais j'utilisais également des jurons et je les rembarrais de manière très claire. L'un des policiers israéliens a sorti une matraque et m'a frappé sur la tête. Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté de blessure à la tête, il est bon de noter que de telles coupures saignent beaucoup. Cependant, la blessure n'a fait que m'énerver davantage. J'ai défié en demandant si c'était tout ce qu'il pouvait faire, traitant l'officier de lâche. Du sang coulait sur mon visage, mais je ne me suis pas démonté et j'ai continué à avancer. C'est là qu'ils m'ont saisi. Ils ont commencé à me donner des coups de pied et des coups de poing, et un officier m'a mis dans un étranglement. En tant que personne formée aux arts martiaux mixtes, je savais qu'une fois un étranglement correctement appliqué, le a dû s'échapper. Alors, je ne pouvais pas respirer. On me donnait des coups de pied et des coups de poing. Ils m'ont jeté au sol et se sont mis sur moi. Je résistais encore, mais cela faisait plusieurs secondes que je n'avais pas respiré. L'adrénaline coulait, l'oxygène se raréfiait, et je sentais que j'allais perdre connaissance. Je me souviens m'être dit, je ne savais pas si ce type allait me lâcher. Je ne savais vraiment pas si j'allais m'en sortir ou pas. À la dernière seconde, juste avant que je ne perde connaissance, je me suis laissé aller. À la décharge de ce policier israélien, bien qu'il aurait eu des ordres, cela aurait été un problème s'il m'avait étranglé devant un tas de témoins et tué. Il a lâché prise. Alors merci, monsieur le policier israélien. Mais à ce moment-là, j'étais battu. J'avais été frappé, donné des coups de pied et des coups dans les côtes. Les coups que vous ne voyez pas venir font le plus mal, mais celui-ci était visible. Je saignais abondamment. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient un sérieux problème entre les mains, surtout avec tant de témoins aux alentours. Tout ce que j'ai décrit a été vu par de multiples personnes, y compris le capitaine. Des dizaines ont vu ce qui s'est passé. Alors, ils m'ont pris à part. Il semblait que les officiers sur le terrain recevaient des critiques de leurs supérieurs, remettant en question leurs actions et soulignant le désastre de relations publiques que cela devenait. Avec du sang sur tout le visage, ils ne pouvaient pas me permettre de monter dans l'avion avec tout le monde. Donc, tout le monde était parti. La dernière image qu'ils avaient de moi était couverte de sang aux mains des Israéliens. Maintenant, j'étais le seul là. Littéralement, j'étais la seule personne restante. Les seuls autres qui étaient là avaient été blessés, étaient à l'hôpital et n'avaient pas été déplacés ou rapatriés en Turquie. Donc j'étais le seul ensanglanté et tout le monde était parti. À ce moment-là, ils m'ont mis dans une cellule. Ils ne voulaient pas me renvoyer tout de suite de toute façon. C'était encore trop frais dans l'esprit de tout le monde. Ils voulaient essayer de contenir la situation. Donc, me voilà, seul dans une cellule. C'est alors qu'un autre incident s'est produit, où j'ai été battu à nouveau. Ils ont essayé de m'intimider en prison, se comportant de manière arrogante et jouant des tours. Cependant, je ne suis pas facilement intimidable. Je pourrais faire des choses que d'autres considèrent comme folles, et je me suis assuré qu'ils le savaient. Malgré ma résistance, leur dernière réponse a été de me retirer de force. L'un des gardes m'a provoqué, menant à une confrontation. Leur réaction a été extrême. Ils m'ont ligoté. Pour ceux qui ne sont pas familiers, cela signifie être menotté avec les poignets liés ensemble,
puis les chevilles sont également liées, et enfin les deux sont connectés derrière le dos. Cela vous laisse complètement immobilisé et totalement impuissant. Here behind your back, so you are completely helpless, totally helpless. So I'm hog-tied in the cell, and one of these J'étais donc ligoté dans la cellule quand l'un des gardes m'a encore battu. Ensuite, il a fait quelque chose d'incroyable. Il s'est exposé et m'a menacé avec. Je l'ai clairement averti. Si tu approches ça de ma bouche, tu ne le récupéreras pas. J'étais sérieux. Je me défendrai quoi qu'il arrive. Il a décidé de reculer après ça. La situation a escaladé au point où le commandant de Ben Gurion en a été informé. facility, J'étais dans un état lamentable, avec du sang sur le visage à cause des coups, portant mon t-shirt Aloha Palestine. got blood on my face. Quand le commandant m'a convoqué, j'ai remarqué que son bureau était rempli de récompenses sionistes. Il était clair que la situation devenait de plus en plus problématique. I saw his Zionist awards and all this stuff, right? The Star of Remphan, David, their satanic star. L'étoile de Rembrandt et de David, qu'ils considèrent comme leur étoile satanique. Quoi qu'il en soit, le commandant de la prison israélienne a fini par métaphoriquement m'embrasser les fesses, me proposant du café, du thé ou un cappuccino. J'ai accepté le café. Il s'est ensuite assis, s'est essentiellement excusé et a exprimé le désir de rectifier la situation, soulignant leurs regrets. Ils ont même proposé de laver le sang sur mon visage, mais j'ai refusé, leur disant de s'éloigner. Ils ont persisté jusqu'au point de désespoir, finissant par impliquer l'ambassadeur irlandais en Israël, qui m'a personnellement supplié au téléphone de les laisser nettoyer mon visage. Get on the phone and personally asked me, please, wipe your face. And I said, with all due respect, Avec tout le respect que je dois, j'ai refusé. Ils m'avaient tout pris. Tout ce qu'il me restait, c'était mes vêtements ensanglantés et le sang sur mon visage, et j'étais déterminé à le garder. C'était à moi. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi à me nettoyer. Finalement, ils n'ont eu d'autre choix que de me mettre sur un vol de Turkish Airlines. C'était tout un spectacle. J'étais couvert de sang, je n'avais pas pris de douche depuis des jours, et je sentais mauvais. and I'm in first class. Pourtant, me voilà, placé en première classe. Les autres passagers, volant de Tel Aviv à la Turquie, devaient passer devant moi, un type sanglant et puant, assis dans le luxe. Les hôtesses de l'air étaient très gentilles, m'offrant quelques verres. Ce n'est qu'à mon arrivée à Istanbul que j'ai découvert que les Israéliens m'avaient étiqueté comme un terroriste. I'm a terrorist. I didn't When, kill when her. did you really, to conclude this topic? Pour conclure ce sujet, quand avez-vous vraiment pris conscience de la gravité de la situation? Je veux dire, vous saviez dès le début que des gens mouraient, qu'ils étaient abattus. Mais quand avez-vous saisi toute l'ampleur de l'attaque? Realize the whole scope of the attack. Mon histoire inclut des études et le fait d'être un activiste à l'ancienne. Contrairement aux activistes qui bloquent les routes pour attirer l'attention, je me concentre sur l'inspiration des gens. Je suis très conscient de la nécessité de manipuler positivement les médias pour diffuser des messages inspirants. J'ai donc compris très tôt la gravité de la situation. Avec 10 personnes mortes, l'incident a attiré une attention significative sur un problème largement inconnu. Même ceux les plus influencés par la propagande ne pouvaient s'empêcher de ressentir une certaine empathie, surtout en considérant la situation des enfants à Gaza qui sont essentiellement des captifs. Nous essayions d'aider et maintenant nous étions morts. Cette situation a également servi de moment éducatif sur le droit. Je les ai qualifiés de pirates dans une interview à Hard Talk. Le monde est familier avec les pirates somaliens. Mais qu'en est-il des pirates israéliens? Le problème central est l'impunité et un manque de responsabilité. Il semble y avoir une loi pour eux et une autre pour nous. It's one law for them, another one for us. Mais la question était, quand avez-vous réalisé la gravité? Gravity. When did you really I knew realize? it. I knew it as it was happening. I even J'ai pris conscience de la gravité de la situation au fur et à mesure qu'elle se déroulait. be so stupid. Lors de l'interview à Hard Talk, j'ai exprimé mon incrédulité face à l'idée que les Israéliens attaqueraient un navire de passagers civils en mission humanitaire, surtout un qui apportait de l'aide à une population qui comprend 800 000 enfants. Pourtant, ils l'ont fait, démontrant une confiance imprudente. That Cette attaque était un moment critique et elle a souligné notre engagement,
connaissant les risques impliqués, y compris la possibilité de la mort. Sur ce navire, nous n'avions aucune intention violente. Nous avions l'opportunité de faire du mal à ceux que nous avions désarmés, et personnellement, j'aurais pu agir. Cependant, j'ai choisi la retenue. Je n'ai aucun désir de prendre une vie. Pourtant, j'étais prêt à me défendre si nécessaire. Heureusement, cela n'a pas été nécessaire. Après avoir désarmé l'individu qui représentait une menace, il n'était plus un danger. Dans la deuxième partie, nous examinerons le terrorisme d'État, la Grande Marche du Retour, le contrôle de l'information, une attaque israélienne contre un navire de guerre américain, la doctrine Hannibal d'Israël et un ou deux autres sujets qui pourraient vous surprendre. À bientôt. See you then.